La pluie ne s'arrêtait pas. Elle tombait depuis des heures, une pluie de novembre froide et serrée, le genre qui s'infiltre dans les coutures du manteau et finit par coller la laine à la peau. Je me souviens de l'odeur de l'asphalte mouillé, du bruit des voitures qui passaient sans ralentir, des néons orange de la gare routière de la part Dieu qui se reflétaient dans les flaques à mes pieds. Ma valise en plastique bordeaux, celle qu'elles avaient achetée au solde pour l'occasion, pas la mienne, pas celle en cuir que j'avais depuis 20 ans. Non, une valise à 29 € avec une roue qui coinçait déjà, était posée sur le trottoir et l'eau commençait à noircir le bas du tissu. J'avais les cheveux plaqués sur le crâne, les chaussures trempées, les mains qui tremblaient, mais pas de froid. Je ne tremblais pas de froid. Dans ma main droite, serrée si fort que les arêtes du boîtier me rentraient dans la chair, il y avait ma montre en or. La lippe que Marcel m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Valérie avait essayé de me la prendre dans la voiture. J'avais refermé le poing et je n'avais plus rien dit. Et dans la doublure intérieure de mon manteau mouillé, glissé dans la petite poche que j'avais cousue moi-même il y a 3 semaines avec du fil de soie noire, il y avait une carte mémoire. Elles avaient tout dit. Et moi, j'avais tout filmé. Il y a une chose que 40 ans derrière un fauteuil de coiffure vous apprennent. Une chose que les écoles ne peuvent pas enseigner et que les livres ne peuvent pas expliquer. Vous apprenez à lire les gens à travers ce qu'ils ne disent pas. Une cliente qui entre et qui sourit trop fort cache quelque chose. Une femme qui vous demande de lui couper beaucoup, vraiment beaucoup, vient de prendre une décision difficile. Un homme qui accompagne sa mère et qui vérifie sa montre toutes les 5 minutes n'est pas là par amour. J'ai passé ma vie entière à regarder les visages dans le miroir, à voir la vérité dans le reflet que les gens ne contrôlent pas. Parce que quand vous êtes dans le fauteuil, vous regardez droit devant vous et vous oubliez que la coiffeuse, elle, vous voit en double. J'ai vu des trahisons dans ce miroir bien avant qu'elles n'arrivent. J'aurais dû regarder le reflet de mes propres filles plus tôt. Mais on ne regarde jamais avec les mêmes yeux ce qu'on a porté dans son ventre. C'est le seul angle mort que 40 ans de métier n'ont pas réussi à corriger. Ce soir-là, sur ce trottoir, trempé jusqu'aux os, avec ma montre dans le poing et ma carte mémoire contre la poitrine, j'ai compris que l'angle mort était fermé pour de bon et que ce qui allait suivre ne ressemblerait à rien de ce qu'elles avaient au prévu. Je m'appelle Odette Fontanelle. J'ai 79 ans et j'ai ouvert mon premier salon de coiffure à Lyon, rue Garibaldi, le 3 mars 1979, avec 750 francs d'économie, un fauteuil acheté d'occasion à une coiffeuse qui partait à la retraite, et 2 paires de ciseaux que je gardais enveloppés dans un chiffon de velours, comme d'autres gardent leurs bijoux. J'avais 29 ans. Marcel était à mes côtés. Il avait peint l'enseigne lui-même, en blanc sur fond bordeaux, les lettres un peu penchées parce qu'il n'avait jamais eu la main droite pour ça. Mais je les ai toujours trouvées belles, précisément pour ça. Pendant 40 ans, j'ai tenu ce salon. J'ai traversé les crises, les hivers sans clients, les étés où tout le monde part et où la caisse reste vide, les années où les grandes chaînes ont commencé à s'installer dans les centres commerciaux avec leurs prix cassés et leurs shampoings industriels. J'ai résisté parce que mes clientes ne venaient pas seulement pour les cheveux. Elles venaient pour être entendues. Un salon de coiffure, c'est le seul endroit au monde où une femme peut parler sans qu'on lui coupe la parole, où ses soucis sont pris au sérieux pendant 1 heure entière, où personne ne regarde l'heure. C'est ce que j'ai compris très vite et c'est ce qui m'a sauvée à chaque fois que l'économie essayait de me noyer. J'ai eu jusqu'à 5 employés en même temps, 5 jeunes femmes à qui j'ai appris le métier, que j'ai vues se marier, avoir des enfants, ouvrir leur propre salon. J'ai fermé en 2019 à 69 ans, non parce que je n'en pouvais plus, mais parce que Marcel était malade et que certaines choses comptent plus que les ciseaux. Marcel est parti en 2021 pendant le confinement d'un cancer du poumon diagnostiqué trop tard, mais parce que les hôpitaux étaient débordés et que lui ne voulait pas se plaindre. Il est parti un mardi matin dans le lit de notre chambre avec ma main dans la sienne et la radio allumée en sourdine parce qu'il aimait le bruit de fond.
Nos 3 filles n'étaient pas là. Valérie avait dit qu'elle viendrait le soir. Sandrine avait un compromis de vente important. Céline avait les enfants. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai fermé les yeux de Marcel moi-même, j'ai appelé le médecin et j'ai attendu. Après les funérailles, après les formalités, après les semaines où les condoléances arrivent puis s'arrêtent et où le silence prend toute la place, j'ai fait quelque chose que personne ne sait. J'ai pris rendez-vous avec maître Bernard Lacroix, mon notaire depuis 30 ans, celui qui avait rédigé tous les actes de mon salon, celui qui était venu aux noces de Marcel et moi pour notre 30e anniversaire de mariage avec une bouteille de Côte-du-Rhône et un sourire jusqu'aux oreilles. Je lui ai dit que je voulais réorganiser mes affaires, pas les modifier, pas les vider, les réorganiser. Bernard m'a regardé avec ses yeux de chien fidèle et il a dit « Odette, vous avez quelque chose en tête. » J'ai dit « Bernard, j'ai toujours quelque chose en tête. Et nous avons travaillé pendant 6 mois pour tout mettre en place, sans que personne dans ma famille n'en sache rien. Ce que mes filles n'ont jamais su, ce que je n'avais aucune raison de leur dire, c'est que le salon de coiffure n'avait jamais été dissous en tant que société. La SARL Odette Coiffure existait toujours dans les registres, avec son compte bancaire propre, dormant mes actifs, alimenté par les loyers de 2 appartements que j'avais achetés dans les années 90 et qui n'avaient jamais été mis au nom des enfants ni mêlés aux comptes familiaux. Il y avait aussi un 3e appartement, rue de la Guillotière, que j'avais acheté cash en 2005 avec les bénéfices d'une année exceptionnelle et que j'avais mis sous une SCI dont j'étais la seule gérante depuis la mort de Marcel. 3 appartements, un compte dormant avec ce qu'il fallait, et Bernard qui savait tout. Valérie, qui est avocate fiscaliste et qui se croit plus intelligente que tout le monde dans la pièce, n'avait jamais pris la peine de vérifier. Elle avait vu la maison, les bijoux, le livret A, et elle avait cru avoir fait le tour de ce que possédait sa mère. C'est l'erreur classique de ceux qui sous-estiment les vieilles femmes. Ils regardent ce qui brille et ils oublient de regarder dans les coutures. Si vous écoutez mon histoire et que vous vous demandez comment une femme de 79 ans a pu tenir debout sur ce trottoir sans s'effondrer, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous demander, avant d'aller plus loin, de rester avec moi. Ce qui vient, c'est fort. C'est la partie que j'ai du mal à raconter même encore aujourd'hui, parce que la douleur d'une trahison faite par ses propres enfants, ça ne s'efface pas complètement. Ça laisse une marque comme une permanente trop forte sur des cheveux fragiles. Ça finit par repousser, mais le cheveu n'est plus tout à fait le même. Si cette histoire vous touche, si vous voulez savoir comment tout s'est terminé, abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre like. Ça m'aide à continuer à raconter et ça permet à d'autres femmes comme moi de savoir qu'elles ne sont pas seules. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que mes filles ont fait. Tout a commencé à changer vraiment au printemps 2022, quelques mois après la mort de Marcel. Valérie avait commencé à appeler plus souvent, ce qui aurait dû me mettre en garde, parce que Valérie n'appelle pas souvent par amour. Elle appelle quand elle a besoin de quelque chose ou quand elle prépare quelque chose. Elle avait commencé à poser des questions sur les papiers, sur les comptes, sur ce que Marcel avait laissé, sous couvert de m'aider à m'organiser. « Maman, il faut qu'on fasse le point. Tu ne peux pas gérer tout ça seule à ton âge. » Je lui avais dit que je gérais très bien. Merci. Elle avait insisté. J'avais accepté une réunion familiale chez elle, un dimanche de juin, parce que je pensais que c'était pour parler. Ce n'était pas pour parler. C'était pour me faire signer. Il y avait 3 documents sur la table de la salle à manger de Valérie, imprimés proprement, avec des intercalaires de couleurs. Une procuration générale pour la gestion de mes comptes bancaires, une délégation de signature pour la vente éventuelle de biens immobiliers et un document de mandat de protection future qui lui donnait le contrôle de mes décisions en cas d'incapacité. Valérie avait présenté ça en 20 minutes avec un ton de réunion d'affaires en m'expliquant que c'était pour ma sécurité, que c'était raisonnable à mon âge, que tout le monde faisait ça. Sandrine avait hoché la tête en faisant sa petite moue de quelqu'un qui ne dit rien mais approuve tout. Céline avait dit que ça lui faisait de la peine d'en arriver là, mais que c'était pour mon bien. J'avais pris le stylo,
J'avais regardé les 3 documents et j'avais dit « Je vais les lire ce soir et je vous rappelle ». Valérie avait eu un léger mouvement du menton, imperceptible pour quelqu'un qui ne la connaissait pas depuis 52 ans, mais moi je l'avais vu. Un mouvement de contrariété retenue, comme quelqu'un dont le plan vient de prendre un léger retard. J'avais pris les documents, je les avais mis dans mon sac et j'étais rentrée chez moi. Le soir même, j'avais appelé Bernard. Il avait lu les documents le lendemain matin. Il m'avait rappelé dans l'après-midi avec une voix que je ne lui avais jamais entendue. « Odette, ne signez rien. Ces documents sont légaux, mais ils sont rédigés de façon à vous retirer toute autonomie réelle. Si vous signez ça, vous n'aurez plus rien. » J'avais dit « Je sais, Bernard. C'est pour ça que je ne les ai pas signés hier. » Il y avait eu un silence. Puis il avait dit « Est-ce que vous avez besoin d'aide ?» J'avais dit « Pas encore, mais gardez votre téléphone allumé. » Les mois suivants ont été les plus étranges de ma vie. Mes filles continuaient à me rendre visite, à m'appeler, à m'envoyer des messages affectueux, mais maintenant je savais lire le sous-texte, comme on apprend à lire un reflet dans le miroir. Derrière chaque invitation à dîner, il y avait une tentative de revenir sur les documents. Derrière chaque « tu as l'air fatiguée, maman », il y avait une suggestion de réduire mes activités, de laisser les filles gérer. Derrière chaque « tu n'as pas besoin de t'occuper de tout ça à ton âge », il y avait un grignotement patient de mon autonomie. Je continuais à sourire, à accepter les dîners, à les embrasser à la porte. Et je notais tout dans un carnet à spirale que je gardais dans le double fond du tiroir de ma table de nuit, celui que Marcel avait fabriqué lui-même avec une planche de contreplaqué et 2 aimants, parce qu'il cachait des cadeaux de Noël dedans depuis des années. C'est en octobre 2022 que j'ai acheté le téléphone. Un petit téléphone à touche, pas un smartphone, discret, sans Internet, avec une micro-carte mémoire. Je l'avais payé en liquide dans une boutique du centre-ville. Je l'avais ensuite confié à Bernard pour qu'il en enregistre le numéro dans ses propres dossiers. Et j'avais cousu la poche dans la doublure de mon manteau gris, le grand manteau en laine que je portais depuis 10 ans et que personne ne regardait jamais parce que c'est le propre des vieilles choses. On finit par ne plus les voir. C'est en novembre 2022 que tout s'est précipité. Je ne saurais pas dire exactement quel événement a déclenché leur décision finale. Peut-être que Valérie avait consulté un notaire qui lui avait confirmé qu'elle ne pouvait pas vendre la maison sans mon accord tant que j'étais en vie et en possession de mes moyens. Peut-être que Sandrine avait trouvé un acheteur pour un des appartements et avait réalisé qu'elle n'avait pas accès au titre de propriété. Peut-être que Céline, simplement, avait cédé à la pression des 2 autres, comme elle l'avait toujours fait. Ce que je sais, c'est que le vendredi 9 novembre 2022, Valérie m'a appelé pour me dire qu'elles avaient organisé quelque chose pour m'aider, que j'allais aller dans une belle résidence, très confortable, avec du personnel attentionné, que j'allais voir comme ça allait me faire du bien. Je lui avais demandé le nom de la résidence. Elle avait dit « Les Jardins de la Sérénité » à Bourg-en-Bresse, 200 km de Lyon. J'avais dit que je réfléchirais. Elle avait dit que ce n'était pas vraiment la question, maman, que c'était déjà arrangé, que le départ était prévu pour le lundi suivant. J'avais raccroché. J'avais allumé mon petit téléphone à touche. J'avais appelé Bernard. Il avait dit « Odette, c'est pour quand ?» J'avais dit « Lundi ». Il avait dit « Alors on a le week-end. » Le samedi et le dimanche, Bernard et moi avons travaillé. Depuis son cabinet, il a révoqué les procurations partielles que j'avais signées par inadvertance. Pas les grandes, celles que j'avais refusées, mais 2 petits mandats que j'avais signés sans bien lire pour des démarches administratives courantes. Il a mis en place un verrou sur les comptes de la SCI. Il a préparé les dossiers. Et moi, chez moi, dans ma cuisine, j'ai cousu. Pas par habitude, pas par nostalgie. J'ai vérifié la poche de mon manteau, j'ai replacé le téléphone, j'ai glissé une carte mémoire vierge que Bernard m'avait remise. J'ai préparé ma valise, la mienne, la vraie, en cuir marron, celle que j'avais depuis 20 ans. Et j'ai attendu le lundi matin avec la tranquillité de quelqu'un qui a vérifié chaque point avant d'ouvrir le salon. Le lundi matin, Valérie est arrivée la première.
à 9 heures. Sandrine est arrivée 10 minutes après avec sa propre voiture. Céline est arrivée à 10 heures moins le quart avec une boîte de gâteaux, comme si on allait prendre le café ensemble. J'étais habillée, coiffée, avec mon manteau gris boutonné. Valérie a regardé ma valise en cuir et elle a dit « On t'a préparé une valise plus pratique pour le voyage, maman. » Elle a sorti la valise Bordeaux en plastique à 29 € du coffre de sa voiture. J'ai regardé la valise Bordeaux. J'ai regardé ma valise en cuir. J'ai dit « Je préfère la mienne. » Valérie a dit « La tienne est trop lourde pour toi. Tu auras du mal à la porter. » Sandrine a dit « Moi, je ne dis rien, mais tout le monde pense la même chose. » Céline a dit « Ça me fait de la peine, maman, mais c'est pour ton bien. » J'ai pris la valise Bordeaux parce que j'avais compris que ce moment n'était pas celui du combat. Le combat, j'en avais choisi un autre. Dans la voiture, elles ont mis de la musique, quelque chose de calme et d'inoffensif. Et elles ont parlé entre elles comme si j'étais invisible, comme si ma présence sur la banquette arrière était celle d'un objet qu'on déplace d'un endroit à l'autre. Valérie conduisait, Sandrine était à l'avant. Céline était à côté de moi et regardait par la vitre. J'avais la tête appuyée contre le dossier et les yeux mi-clos. Elles ont cru que je somnolais. Ce sont les personnes invisibles qui entendent le mieux. Elle a fini par accepter facilement, a dit Sandrine à voix basse. Valérie a répondu, sans même baisser la voix, parce qu'elle était certaine que je dormais, elle n'avait pas vraiment le choix. À son âge, si on dit à un juge qu'elle n'est plus capable de gérer seule, ça passe sans problème. Sandrine a dit « Et pour les appartements ?» Valérie a dit « Dès qu'on a la procuration de la SCI, on vend. J'ai déjà un acheteur pour la guillotière. On devrait récupérer 250 000 € minimum. » Céline a dit, avec sa voix de quelqu'un qui a mauvaise conscience, mais continue quand même, et elle n'a vraiment aucun recours. Valérie a dit « Bernard Lacroix est un vieux notaire de province qui fait ce qu'on lui dit. Il ne va pas se mettre en travers. » Elle avait tort, mais elle ne le savait pas encore. J'avais le téléphone dans ma poche, le petit téléphone à touche, enclenché en mode enregistrement depuis que nous avions quitté la maison. La carte mémoire tournait en silence. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert les yeux. J'ai serré la montre de Marcel dans ma main droite et j'ai laissé les mots de Valérie s'enregistrer, mot par mot, chiffre par chiffre, dans la petite mémoire du téléphone de secours. Une bonne coiffeuse sait quand tenir les ciseaux immobiles et quand couper. Ce n'était pas le moment de couper. Il fallait attendre que les cheveux soient bien tendus. Elles se sont arrêtées à la gare routière de la Part-Dieu. Pas pour me déposer dans un car vers Bourg-en-Bresse, comme je l'aurais cru, mais parce que Valérie avait changé le plan à la dernière minute. Elle m'a expliqué, en me remettant une enveloppe, que la résidence envoyait un taxi, qu'il m'attendrait, qu'il fallait juste que je patiente là. Il y avait 50 € dans l'enveloppe. 50 €. Sandrine m'a retiré mon téléphone portable, le grand, le smartphone, de la main avec la délicatesse de quelqu'un qui prend un jouet à un enfant. Elle a dit « On te le garde, tu n'en auras pas besoin là-bas, ils ont tout sur place. » J'ai laissé faire. Valérie m'a remis les 50 €, a regardé autour d'elle avec l'air de quelqu'un qui cherche à savoir si on la regarde, et a dit « Fais attention à toi, maman. » Pas avec de l'amour, avec le soulagement de quelqu'un qui pose une valise trop lourde. Céline a dit « Je t'appelle bientôt. » Elle n'a pas dit quand. Sandrine n'a rien dit. Elles sont remontées dans la voiture. Valérie a démarré. Et elles sont parties. Il n'y avait pas de taxi. Je le savais depuis le début. J'étais debout sur le trottoir, sous la pluie qui s'était mise à tomber pendant que nous parlions, avec la valise Bordeaux à mes pieds, 50 € dans l'enveloppe, ma montre dans le poing, et derrière moi les néons oranges de la gare routière qui se reflétèrent dans les flaques. J'ai attendu que la voiture de Valérie disparaisse au bout de la rue. Puis j'ai mis la main dans mon manteau mouillé. J'ai sorti le téléphone. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai glissé la carte mémoire hors du boîtier et je l'ai placée dans la petite poche cousue dans la doublure. Et j'ai appelé Bernard. Il a décroché à la première sonnerie. Il a dit « Odette, où êtes-vous » J'ai dit « Gare de la Part-Dieu, trottoir sud. »
Il a dit « Je suis là dans 20 minutes ». Il était là en 18. Bernard est arrivé dans sa vieille Peugeot grise. Il s'est garé en double fil. Il est sorti sous la pluie sans même prendre son parapluie. Il a regardé ma valise Bordeaux et mon manteau trempé, et ses yeux se sont remplis d'une colère que je ne lui avais jamais vue. Il a dit « Odette, je suis désolé ». J'ai dit « Bernard, il n'y a pas de temps pour les désolations. On a du travail. » Il a souri. D'un petit sourire serré, il a pris la valise Bordeaux et il l'a mise dans son coffre avec une délicatesse qu'elle ne méritait pas. Et nous sommes partis. Dans la voiture, chauffage à fond, avec une serviette qu'il avait sur le siège arrière pour que je m'essuie le visage, j'ai sorti la carte mémoire de la doublure de mon manteau. Je l'ai posée dans sa main ouverte. J'ai dit « Tout est là. La conversation dans la voiture, la scène de la gare et les enregistrements des réunions de juin et de septembre. » Bernard a regardé la carte mémoire dans sa paume pendant un long moment. Puis il a dit « Avec ça, on peut aller devant un juge. » J'ai dit « C'est exactement ce qu'on va faire. » Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je voudrais vous poser une question à vous qui m'écoutez en ce moment. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous suivez cette histoire? De quel pays, quelle ville, quel coin du monde? Ça me touche de savoir qui est avec moi en ce moment. Laissez-le dans les commentaires. Juste le nom de votre ville ou même juste votre pays. Quand je raconte ces choses, j'ai besoin de savoir que je ne parle pas dans le vide, que quelqu'un de l'autre côté m'écoute vraiment. Et si vous avez une opinion sur ce que mes filles ont fait, dites-le aussi. J'ai envie de lire ce que vous pensez. Maintenant, laissez-moi vous dire comment Bernard et moi avons commencé à tirer les fils. Les 10 jours qui ont suivi ont été les plus occupés de ma vie depuis la fermeture du salon. Bernard avait un cabinet avec une assistante, Nathalie, une femme de 40 ans précise et silencieuse, qui portait toujours des chignons impeccables et à qui j'aurais volontiers proposé un poste dans mon salon 20 ans plus tôt. Nathalie a organisé les documents avec une méthode qui m'a impressionné. Dossier classé par date, par type d'acte, par bien immobilier. Bernard a transmis la carte mémoire à un expert en forensique numérique pour en certifier l'authenticité. Une étape essentielle pour que les enregistrements soient recevables devant un juge. L'expert a confirmé que les fichiers n'avaient pas été modifiés, que les métadonnées correspondaient aux dates indiquées, que la voix de Valérie était identifiable avec un indice de certitude de 97%. Pendant ce temps, Bernard a préparé la requête pour le juge des tutelles, non pas pour me mettre sous tutelle, mais pour l'exact opposé. Pour faire constater que je n'avais aucunement perdu mes capacités, que les procurations obtenues ou tentées l'avaient été sous pression, et que mes filles avaient tenté de me priver de mon patrimoine de façon frauduleuse. Il a révoqué, dans la même semaine, les 2 mandats que j'avais signés sans bien les lire. Il a notifié la banque que tout mouvement sur le compte joint hérité de Marcel devait être suspendu jusqu'à nouvel ordre judiciaire. Il a envoyé au registre de la SCI une mise à jour confirmant ma qualité de gérante unique avec interdiction de signature par tiers sans autorisation expresse. Et il a fait quelque chose que je n'aurais pas pensé à faire moi-même. Il a contacté la résidence Les Jardins de la Sérénité à Bourg-en-Bresse pour leur signaler qu'aucune admission en mon nom n'était légalement autorisée et pour leur demander de confirmer si une réservation avait bien été faite et à quel nom. Ils ont confirmé. La réservation avait été faite au nom de Valérie Fontanelle, avec un règlement par carte bancaire. Avec ça, Bernard avait la preuve que le plan était organisé, prémédité, pas une décision improvisée. C'est ce genre de détail qui fait la différence devant un juge. Le fil qui permet de remonter jusqu'à la couture cachée. Valérie avait appelé mon ancien téléphone 3 fois pendant cette période. Sandrine 1 fois, Céline 2 fois, avec des messages qui disaient qu'elle pensait à moi et qu'elle espérait que je m'adaptais bien. Aucune des 3 ne savait que je n'étais pas à Bourg-en-Bresse. Elle pensait que j'étais dans une chambre avec une fenêtre sur un jardin, peut-être un peu triste, peut-être un peu perdue, mais neutralisée.
Elle pensait avoir coupé le fil proprement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une bonne coiffeuse garde toujours ses ciseaux de réserve dans le tiroir du bas. Le rendez-vous devant le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon a été fixé au 22 novembre 2022. Je me souviens de la date comme si c'était hier, parce que c'était aussi la date anniversaire du jour où j'avais passé mon CAP de coiffure, 47 ans plus tôt. Le destin a le sens du symbole parfois. Ce matin-là, je me suis levée à 6 heures, j'ai pris une douche longue et chaude, j'ai coiffé mes cheveux moi-même, un chignon bas, serré, avec les épingles que je gardais dans une petite boîte en métal depuis des années. Pas par coquetterie, mais par principe, parce qu'on ne se présente pas dans une salle d'audience avec les cheveux défaits. J'ai mis mon tailleur marine, celui que je gardais pour les occasions sérieuses, et mes chaussures noires à petits talons. J'avais le dossier de Bernard dans mon sac, la carte mémoire remise à sa place dans la poche de doublure maintenant séchée, et la montre de Marcel à mon poignet. Nous avons retrouvé Bernard devant le tribunal à 9h moins le quart. Il portait sa robe noire et avait les mêmes chignons que toujours. Je veux dire qu'il était impeccable, sérieux, et qu'il avait cette façon de poser la main sur le dossier comme un chirurgien pose la main sur ses instruments avant d'entrer en salle d'opération. Il m'a regardé et il a dit « Vous êtes prête ?» J'ai dit « Ça fait 40 ans que je suis prête, Bernard. » Mes filles ne savaient pas qu'il y avait une audience. C'est ça que Valérie n'avait pas prévu, que je pouvais agir sans leur accord, sans leur présence, sans leur permission, que j'étais encore, légalement et mentalement, une femme adulte et autonome. La juge s'appelait Madame Rivière. Elle avait dans les 55 ans, des lunettes cerclées de métal et une façon de regarder les documents au-dessus de ces lunettes qui signifiait qu'elle avait tout vu et qu'elle n'était pas impressionnable. Bernard a présenté les pièces dans l'ordre, les enregistrements certifiés, la réservation à la résidence de Bourg-en-Bresse, les tentatives de signature de procuration, les documents de la SCI, les relevés bancaires. Madame Rivière a écouté les enregistrements audio pendant 13 minutes, sans un mot, les mains à plat sur son bureau. Quand l'audio s'est arrêté, juste après la voix de Valérie, disant que Bernard Lacroix était un vieux notaire de province qui ferait ce qu'on lui disait, la juge a retiré ses lunettes, les a posées sur le bureau et a regardé Bernard. Il y a eu un silence de 4 ou 5 secondes, puis elle a dit « Maître Lacroix, je suppose que vous avez des demandes à formuler. » Bernard a dit « En effet, Madame la juge », et il a commencé à parler. 3 jours après l'audience, la juge Rivière a rendu une ordonnance de protection provisoire en ma faveur. Elle a constaté que j'étais en pleine possession de mes facultés, que les procurations avaient été sollicitées sous pression et qu'il existait des éléments suffisants pour ouvrir une enquête sur des actes susceptibles de constituer un abus de faiblesse au sens du code pénal. Elle a ordonné le gel de tout mouvement sur les biens et comptes en rapport avec mon patrimoine et elle a convoqué mes 3 filles à une audience contradictoire fixée au 15 décembre. Bernard m'a appelé le matin où l'ordonnance est tombée. Il m'a lu le texte au téléphone, lentement, en articulant chaque paragraphe. Quand il a terminé, il y a eu un silence. Puis il a dit « Odette, c'est bon. » J'ai dit « Je sais, Bernard. Merci. » Je me suis fait du café. Je me suis assise dans la cuisine, avec la tasse entre les mains, et j'ai regardé par la fenêtre la rue Garibaldi, où mon salon avait été, pendant 40 ans, la chose dont j'étais la plus fière. J'ai pensé à Marcel. J'ai pensé à la montre en or, et j'ai pensé que certains fils, qu'on croyait tranchés, n'attendaient que le bon moment pour reprendre leur tension. Valérie a reçu la convocation un jeudi matin. Bernard me l'a dit parce qu'elle l'avait appelé immédiatement après. Avec une voix que je n'aurais pas reconnue, lui m'a dit, une voix haut perchée, sans son assurance habituelle, qui demandait ce que ça voulait dire, ce que c'était que cette convocation, ce qu'on lui reprochait. Bernard lui avait dit, très calmement, qu'il ne pouvait pas lui donner de conseils puisqu'il représentait la partie adverse et qu'elle ferait bien de consulter un avocat. Il m'a raconté ça avec une sobriété parfaite, mais j'entendais à sa voix
qu'il avait apprécié chaque seconde. Sandrine n'a pas appelé Bernard. Elle a appelé Céline. Céline a appelé Valérie. Et entre elles, pendant les jours qui ont suivi, elles ont eu des conversations que je n'ai pas entendues, mais que j'imaginais très bien, parce que je les connaissais par cœur, parce que j'avais coiffé ces têtes-là depuis leur naissance et que je savais exactement comment elles réagissaient sous la pression. Valérie attaquait, Sandrine cherchait une sortie latérale, Céline pleurait et se rangeait du côté de celle qui parlait le plus fort. Le 15 décembre, à 14 heures, mes 3 filles sont entrées dans la salle d'audience du tribunal judiciaire de Lyon avec chacune leur propre avocat. Valérie avait un cabinet réputé, 2 associés en costume gris. Sandrine avait pris un avocat généraliste du quartier des Brotteaux. Céline avait le même avocat que Sandrine parce qu'elle n'avait pas eu le courage d'en chercher un différent. Je les ai vues entrer, je les ai regardées. Valérie me regardait avec une expression que je n'aurais su nommer exactement, entre la certitude et le début du doute. Sandrine ne me regardait pas. Céline me regardait et avait les yeux rouges, ce qui signifiait qu'elle avait pleuré avant d'entrer, ce qu'elle faisait toujours quand elle avait tort et qu'elle le savait. Je les ai regardées toutes les 3 avec la tranquillité de quelqu'un qui a vérifié ses ciseaux ce matin et sait qu'il coupe bien. L'audience a duré 2 heures et demie. Bernard a présenté les preuves avec une précision que j'admirais. Chaque pièce dans l'ordre, chaque argument calibré, sans excès, sans colère, sans effet de manche. La juge Rivière a écouté les avocats des filles plaider que j'avais consenti à tout, que ma santé mentale était fragilisée par le deuil, que les procurations étaient dans mon intérêt. Bernard a produit le rapport du médecin qui m'avait examiné en novembre et qui attestait que mes fonctions cognitives étaient parfaitement intactes. Il a produit les relevés téléphoniques qui montraient que les tentatives de me faire signer dataient de quelques semaines après la mort de Marcel. Il a produit la certification de l'expert numérique sur les enregistrements. Et à un moment, il a demandé à la juge l'autorisation de faire jouer un extrait. La juge a dit oui. L'extrait a duré 45 secondes. La voix de Valérie dans la voiture, claire et nette, expliquant à ses sœurs qu'on pouvait vendre l'appartement de la Guillotière pour 250 000 € minimum dès qu'on aurait la procuration de la SCI. Il n'y a plus eu de bruit dans la salle après ça. La juge a rendu sa décision en audience sur les mesures provisoires, gel de tous les actifs de la SCI jusqu'à jugement au fond, désignation d'un mandataire judiciaire indépendant pour vérifier l'ensemble des actes passés depuis le décès de Marcel, et ouverture d'une instruction pénale pour suspicion d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Les avocats des filles ont demandé des précisions. La juge a répondu avec la précision de quelqu'un qui n'a pas besoin de hausser la voix pour imposer le silence. Valérie regardait le bureau. Sandrine avait les mains croisées sur les genoux. Céline pleurait en silence. C'est à ce moment-là que je me suis levée. Bernard m'avait dit que je pouvais prendre la parole brièvement si je le souhaitais, en fin d'audience. La juge m'avait accordé 2 minutes. Je me suis levée, j'ai regardé mes 3 filles et j'ai dit « Pendant 40 ans, j'ai appris à mes apprentis qu'une bonne coupe commence par des ciseaux propres et se termine par un miroir honnête. Vous m'avez cru vieille et émoussée, mais mes ciseaux n'ont jamais été aussi nets. Et le miroir, ce soir, vous le regarderez seul. » Valérie a ouvert la bouche, puis elle l'a refermée. C'était la première fois de sa vie, je crois, qu'elle ne trouvait pas quoi répondre. Ce que j'avais dit à l'audience n'était pas une phrase préparée. Elle était venue toute seule, comme viennent les vraies choses, du fond, sans effort. Mais les conséquences de cette journée, elles, avaient été préparées avec soin, avec méthode, avec la patience d'une femme qui sait qu'une mise en pli bâclée finit toujours par s'effondrer. Dans les semaines qui ont suivi, le mandataire judiciaire désigné par la juge a épluché l'ensemble de mon patrimoine et de celui de la SCI. Il a confirmé que les 3 appartements étaient bien à mon nom et sous ma gestion exclusive, que les comptes de la société étaient sains, que rien n'avait été détourné, parce que mes filles n'avaient pas encore eu le temps de le faire. Le gel avait été posé à temps. Bernard avait coupé le fil avant que la pelote ne se défasse.
En janvier 2023, le procureur a décidé de poursuivre pour abus de faiblesse aggravé. Aggravé parce que l'acte avait été commis par des personnes en lien de confiance avec la victime, c'est-à-dire les enfants. Les 3 filles ont reçu leur convocation pénale. Cette fois, Céline a pleuré sans s'arrêter pendant 2 jours. Valérie a pris le meilleur cabinet pénal de Lyon. Sandrine a vendu sa voiture pour payer ses honoraires d'avocat. Le procès pénal s'est tenu en septembre 2023. Je n'entrerai pas dans tous les détails. Ils appartiennent au dossier et aux archives du tribunal, et je n'ai pas besoin de les revivre pour vous raconter ce qui compte. Ce qui compte, c'est que les enregistrements ont été entendus. Que la voix de Valérie a résonné dans la salle d'audience pendant 1 minute entière, claire comme le jour. Que l'avocat de Valérie a essayé de plaider que sa cliente avait simplement voulu aider sa mère fragile et que tout cela avait été mal interprété. Que le tribunal n'a pas retenu cet argument. Valérie a été condamnée à 18 mois avec sursis et à une amende de 5 000 €. Sandrine à 12 mois avec sursis et 3 000 €. Céline, dont la participation avait été jugée plus passive et qui avait exprimé des regrets circonstanciés devant le tribunal, a reçu un sursis simple et une obligation de travail d'intérêt général de 200 heures. Leurs noms n'ont pas été dans les journaux parce que les affaires familiales de ce type ne font généralement pas la presse. Mais dans leur vie quotidienne, dans leurs relations professionnelles, dans leurs cercles sociaux, les choses ont changé. Une condamnation pénale, même avec sursis, laisse des marques. Comme une permanente trop forte, ça finit par repousser, mais ce n'est plus tout à fait pareil. Ce que j'ai décidé pour mon patrimoine, je l'avais décidé avant même l'audience, un soir de novembre dans la cuisine de Bernard, avec du café et la lampe de bureau allumée sur les dossiers. Je n'allais pas donner mes biens à mes filles, je ne les avais pas exclues non plus complètement, parce que l'exclusion totale aurait été une vengeance. Et je ne suis pas une femme de vengeance. Je suis une femme de justice, ce qui est différent. La SCI a été maintenue sous ma gérance. Les revenus des loyers des 3 appartements ont été réorientés pour moitié vers une association que j'ai cofondée avec Bernard et une assistante sociale de Lyon que j'avais rencontrée pendant la procédure. L'association s'appelle Fil Tendu et elle aide les personnes âgées victimes d'abus familiaux à accéder à une aide juridique et à un accompagnement psychologique. Pour l'autre moitié des revenus, j'ai ouvert un petit salon de coiffure solidaire dans le 4e arrondissement, rue de la Barre, dans un local que je louais depuis des années à un ami de Marcel et qui était resté vide. Le salon propose une coupe gratuite 1 fois par mois aux résidents des établissements de soins et maisons de retraite du quartier. Nous travaillons avec 3 jeunes coiffeuses bénévoles que j'ai formées moi-même. C'est le plus beau salon que j'ai jamais tenu. Mes filles ont été informées de ces décisions par courrier recommandé, par le biais de Bernard. Valérie n'a pas répondu. Sandrine a envoyé un texto à Bernard pour dire qu'elle trouvait ça un peu excessif. Céline m'a appelé directement, un samedi matin, et elle a pleuré pendant 10 minutes sans être capable de formuler une phrase complète. Quand elle a réussi à parler, elle a dit « Maman, je suis désolée. Je sais que c'est insuffisant. » J'ai dit « Oui, c'est insuffisant, mais c'est un début. » Elle a dit « Est-ce que je peux te voir ?» J'ai dit « Tu peux venir m'aider au salon un samedi. On verra comment ça se passe. » Elle est venue le samedi suivant avec des gants de ménage dans son sac, persuadée qu'on lui demanderait de faire le ménage. Je lui ai mis un peigne dans la main et je lui ai montré comment tenir la mèche pendant qu'on coupe. Elle est revenue le samedi d'après. Et le suivant. Valérie et Sandrine ont mis plus de temps. Mais dans le cadre de l'obligation judiciaire de Céline et par une décision que j'ai acceptée à contre-cœur mais qui venait du tribunal, les 3 ont effectué une partie de leurs heures de travail d'intérêt général au salon Fil Tendu. Valérie est arrivée le premier jour avec son sac à main de marque et ses talons aiguilles. Je lui ai donné un tablier bleu et je lui ai dit qu'il y avait des têtes à laver. Elle a regardé le tablier, puis elle l'a mis et elle a lavé les cheveux d'une dame de 86 ans qui s'appelait Germaine
et qui lui a raconté pendant 20 minutes l'histoire de son mari mort en 78. Valérie ne parlait pas beaucoup ce jour-là, mais elle n'est pas partie avant la fermeture. Aujourd'hui, 6 mois après l'ouverture du salon, les choses ont changé d'une façon que je n'aurais pas osé imaginer entièrement sur le trottoir de la Part-Dieu sous la pluie. Valérie vient le premier samedi du mois. Elle ne porte plus de talons au salon. Elle a commencé à écouter les clientes avec une attention que je ne lui avais jamais connue dans aucun autre contexte de sa vie. Sandrine a vendu son appartement en standing et en a acheté un plus petit, sans ascenseur, et elle a arrêté de se plaindre du fait que l'ascenseur n'existe pas. Céline a pris un poste de mi-temps dans une école primaire pour compléter son revenu, parce que ses dépenses ont été recalibrées depuis que personne ne lui paye ses extras. Ses mains ont maintenant de petits cals au bout des doigts. Elle me les a montrés un samedi avec une fierté maladroite que j'ai reconnue. C'est la fierté de quelqu'un qui découvre ce que le travail réel fait au corps et qui n'est pas sûr de s'en plaindre. Je ne leur ai pas pardonné dans le sens où le pardon efface tout. Je leur ai pardonné dans le sens où j'ai décidé de ne pas laisser ce qu'elles ont fait occuper tout l'espace de mes dernières années. Il y a une différence. Mes ciseaux sont toujours là. Mais je ne les tiens plus au-dessus de leur tête. Je les tiens dans ma main, proprement, et je coupe ce qui doit être coupé au moment où ça doit l'être. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez écouté mon histoire jusqu'à la dernière ligne, je vous remercie du fond du cœur. Vraiment. Vous ne saviez pas ce que vous alliez entendre en commençant, et vous êtes restés. C'est une forme de fidélité que je ne prends pas à la légère. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné envie de partager, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, la prochaine fois que je raconterai quelque chose, vous serez là. Il y a d'autres histoires. Des histoires de femmes qui ont tenu bon quand tout leur disait de lâcher. Je voudrais qu'elles soient entendues. Alors restez près de moi. J'ai relu ce matin quelque chose que Bernard m'avait dit ce premier soir dans sa voiture, quand il était venu me chercher sous la pluie. Il avait regardé ma carte mémoire dans sa paume et il avait dit « Odette, vous avez toujours su qu'on en arriverait là. » Je lui avais répondu que non, je ne le savais pas. Ce que je savais, c'est qu'une bonne coiffeuse ne jette jamais ses ciseaux, même quand on lui dit que ses mains tremblent trop. Elle les affûte, elle attend. Et quand le moment arrive, la coupe est nette, propre, et le client regarde dans le miroir et voit enfin ce qu'il est vraiment. Ce soir-là sur le trottoir, trempé jusqu'aux os, avec ma montre dans le poing et ma carte mémoire contre le cœur, j'avais tout filmé sans qu'elle le sache, et le juge avait vu la vidéo. Le reste, vous le connaissez maintenant.